Dans le prolongement des excursions organisées par la Faculté des sciences en général et le département de biologie en particulier, les réserves naturelles, forestières et les parcs nationaux qui font l'essentiel des aires protégées du Burundi ont été explorés. Il s'agit du parc national de la Rusizi, de la forêt ombrophile de la Kibira et de la forêt sclérophile de la réserve forestière de Murehe dans le Bugesera. Ayant à l'origine une superficie de 10 673 hectares, le parc national de la Rusizi est dominé dans le secteur delta par une savane herbeuse formée essentiellement d'espèces de Phragmites mauritianus avec un taux de recouvrement supérieur à 75%. On peut noter la présence d'autres arbustes tels que le Vernonia amygdalina, très recherché en médecine traditionnelle, et quelques fabacées, Federbia albida, espèces fourragères, qui sont dispersées entre les phragmites. Plus loin, vers l'embouchure, on rencontre une savane arbustive formée par les espèces d'Acacia sieberiana et d'Acacia polyacantha. Ces deux espèces sont préférées par une grande diversité d'oiseaux qui y posent leur nid. L'autre caractéristique du secteur delta est la présence d'une végétation typique des milieux marécageux composée de Cyperus papyrus, qui est une espèce fourragère de graminées très appréciée par les hippopotames. Bref, ce sont les grandes caractéristiques qui forment l'essentiel de la végétation du secteur delta, qui est la réserve la plus visitée au niveau touristique. Le parc national de la Rusizi est subdivisé en deux secteurs. Alors, nous avons visité uniquement le secteur delta. Nous n'avons pas eu l'occasion d'arriver dans le secteur Parmere, qui est du côté de Gihanga, vers Gihungwe. Alors, au niveau du secteur delta, si nous quittons la route principale qui va à Gatomba, vers l'embouchure, la composition floristique diffère. Mais la grande partie est formée essentiellement par une savane à Phragmites mauritianus. Et cette espèce est associée avec d'autres petits arbustes, notamment Vernonia amygdalina. C'est une astéracée qui est très recherchée, notamment en médecine. Et on appelle ça en Kirundi mobilise. Avec ces Phragmites, il y a beaucoup d'espèces envahissantes qui prolifèrent dans ce milieu. Et nous avons vu notamment une espèce qu'on appelle Cassista filiformis. C'est une hémiparasite, mais aussi avec une autre espèce qui a déjà envahi beaucoup d'écosystèmes du Burundi, le Lantana camara. Il y a aussi des grands arbustes, notamment une fabacée mimosoïdée. C'est un arbuste qui a de grandes gousses qui sont appréciées par les animaux. Donc on appelle ça une espèce fourragère. Le nom scientifique de l'espèce c'est Federbia arbida ou Acacia arbida. Alors, après, nous avons vu aussi une savane arbustive qui est formée par les deux espèces principalement. C'est Acacia sieberiana qui avait des épines en V et une autre Acacia polyacantha qui avait des épines sous forme de crochet. Et plus loin, nous avons vu une végétation typique des milieux marécageuses qui était formée par des Cyperus papyrus. Donc, on peut résumer le secteur delta en trois types d'habitats. Il y a les habitats terrestres qui sont formés par savane à Phragmites mauritianus, savane arbustive et la formation des zones humides qui est formée par ces Cyperus papyrus qu'on rencontre du côté de la frontière vers le Congo. C'est là où
nous avons eu la chance de voir quelques hippopotames qui ont migré vers ce côté. Après la plaine de la Rusizi, c'est le tour du marais de Kashiru dans la commune Mugongomanga en province Bujumbura. Le site de Kashiru est connu pour ses particularités car c'est une tourbière qui est gérée par l'Office national du tourisme ONATOUR en sigle. Contrairement à la végétation de la plaine, l'espèce dominante de cette zone est le Miscanthus violaceus, une graminée indicatrice de la présence de la tourbe. Les tourbières regorgent d'autres espèces rares, telles les plantes carnivores de la famille des Droséracées et beaucoup de sphènes. Ce milieu tourbeux participe également dans la normalisation climatique avec une régulation des quantités d'eau. Ce site a été dégradé il y a quelques années. Vous pouvez le voir, là où nous sommes ici, au niveau de la lisière. Vous voyez que c'est une jachère qui est en pleine reconstitution. Il y a même des espèces qui le montrent, notamment la présence de ces Disotis trottés, Ichonge, qui sont associés avec quelques fabacées, notamment le kocha, le jar kocha, qui ressemble à ce qu'on appelle en Kirundi Imishiha. Mais ce n'est pas Umushiha, c'est une autre espèce de fabacées. Les tourbières regorgent des espèces rares, notamment ce qu'on appelle des plantes carnivoles. On va je pourrais vous les montrer plus loin dans un autre site, pas ici. Des plantes carnivoles qui sont pour le moment inscrites comme reconnues comme des espèces là et qui nécessitent une certaine protection. D'où les gens qui s'occupent de la conservation recommandent souvent qu'il faut maintenir ces zones humides de par sa biodiversité qui est unique. Je ne parle pas uniquement de la biodiversité floristique, mais il y a aussi de la biodiversité animale qui est formée essentiellement par beaucoup d'invertébrés. Il y a aussi quelques oiseaux. Si c'était de la période de l'écorte de la tourbe, on allait les voir. Quand ils viennent ici, c'est pour piquer les petits invertébrés qui sont qui remontent avec la terre quand les machines ou les tracteurs sont en train de passer. Se trouvant sur la crête Congo-Nil, la forêt ombrophile de montagne, communément appelée forêt de la Kibira, est caractérisée par l'absence de la flore graminéenne, mais avec une dominance au niveau du sous-bois de quelques herbacées, parfois avec un tapis mucinal. Il faut noter la présence de grands épiphytes et les fougères arbustives. C'est la seule forêt où on peut remarquer le phénomène de stratification, une répartition des espèces suivant les étages. On pourra aussi noter que la densité des arbres diminue au fur et à mesure qu'on monte en altitude. Alors, les premières caractéristiques de cette forêt, quand vous regardez au niveau du sous-bois, vous n'allez pas rencontrer des graminées. Par contre, vous allez rencontrer des herbacées qui les différencient avec les forêts claires qui ont des graminées. L'autre caractéristique qu'on voit, c'est la présence des épiphytes. Alors les épiphytes, c'est comme les lichens qui se trouvent sur les branches des arbres. Vous allez rencontrer aussi certaines espèces de fougères. On les appelle des fougères arbustives qu'on appelle des Cyathea maniana. Ils sont très nombreux dans une forêt de montagne. Il y a un phénomène intéressant qu'on observe dans une forêt de montagne, c'est la stratification. On peut distinguer plusieurs strates, c'est-à-dire la répartition des espèces suivant les strates. Alors il y a la strate mucinale qui est formée par les monstres. Vous allez avoir une strate formée par les herbacées. Vous allez encore avoir une autre strate formée par des arbres intermédiaires. Et même le strate le plus élevé qui est formé par des arbres géants. Et ici, nous avons une espèce qu'on appelle Antandrophragma exorsum. On appelle ça Umuyove. Mais bien sûr, il y a des espèces qui sont réparties sur plusieurs strates. C'est notamment le Polycias filiva.
Plus au nord du Burundi, dans la région du Bugesera, Murehe, une réserve transfrontalière avec le Rwanda, est composée par une savane d'acacia hoki avec une inflorescence jaunâtre, espèce adaptée aux conditions xériques et qu'on rencontre souvent dans la partie septentrionale de la plaine de la Rusizi, secteur palméré. Une savane à acacia hoki. Oh, c'est comme cette espèce-là que tu vois, donc c'est là. Alors, ce sont des espèces qui sont adaptées aux conditions xériques, c'est-à-dire aux conditions, aux endroits très secs, et qui nous ressemblent beaucoup plus à ce que nous voyons dans la plaine de la Rusizi du côté de Gihungwe. Hein? C'est beaucoup plus présent dans le périmètre de l'aéroport de Bujumbura, parce que vous avez déjà vu ça. Alors, c'est une savane, bien sûr, une savane qui diffère de ce que nous avons vu dans le secteur de l'État. Hein, vous avez beaucoup de graminées, il y a beaucoup de graminées ici. Alors, c'est ce qu'on appelle ici, c'est l'endroit qu'on appelle la réserve naturelle forestière de Murehe. Ça fait partie des paysages protégés de Bugesera, qui comprend aussi les lacs que nous avons visités ce matin. Soulignons qu'elle est gérée sous le statut conservatoire de l'OBPE, même si la présence des guides forestiers n'est pas du tout remarquable. C'est géré par l'OBPE, mais malheureusement, quand vous voyez ici, il n'y a pas de garde forestier qu'on voit, comme à Bujumbura ici. Ce qui fait que, bien sûr, avec les ressources dont dispose l'OBPE, ne peuvent pas couvrir presque la totalité des aires protégées. Ça, c'est un problème au niveau de la conservation. Actuellement, cette réserve a très récemment à retrouver une allure d'une réserve qui est plus ou moins protégée. On l'a vu à travers la présence des singes qui sont venus ici. Ça veut dire que c'est vraiment protégé pour le moment, même s'il n'y a pas de garde forestier. Je pourrais attribuer à cette nouvelle forme de présence de ces animaux ici, parce que c'est une réserve qui est transfrontalière avec le Rwanda. Là, au Rwanda, c'est protégé et ces animaux font la migration font les déplacements vers. Comme c'est contigu, ça fait des déplacements entre les deux. Les étudiants sont émus de ces visites dans les écosystèmes qu'ils ne connaissaient que par les cours théoriques vus en classe, ainsi que les médias et les autres canaux d'information. Gérard Ndouimana, un de ces étudiants, fait une brève comparaison de la flore et de la faune de ces sites visités. Et le parc national de la Rusizi est dominé par une espèce fragmenteuse. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une espèce, je dirais, médicinale, communément appelée en Kirundi umubirizi, qu'on appelle dans notre langue scientifique Vernonia amygdalina. Nous avons visité le côté, je dirais, de la grande Rusizi, où on a vu tout ce que je viens de dire, mais aussi nous avons visité le côté de la petite Rusizi, où on a assisté même ces espèces animales que je viens de vous dire, les hippopotames. Et on a vu aussi qu'il y a beaucoup d'hippopotames parce qu'il y a une espèce d'Ijarvosia qui est aimée par ces hippopotames. C'est-à-dire, c'est comme la nourriture des hippopotames. Dédine, une autre étudiante, exprime ses impressions sur la réserve naturelle forestière de Murehe. Dans la réserve frontière de Murehe, c'est une région qui se trouve dans la province de Kirundo, du côté de la région de Bugesera. C'est un endroit plus ou moins sec qui est caractérisé par la présence d'une espèce envahissante appelée l'Antana camara. On a vu aussi les différentes espèces végétales comme les euphorbes candélabres. On a vu aussi qu'il y a
Et du côté des animaux, on a vu aussi qu'il y a la présence des singes. À travers les visites de terrain, le constat est que tous les écosystèmes visités sont menacés, même si les services en charge de la protection de l'environnement font tout leur possible pour limiter les dégâts. Au parc national de la Rusizi, la zone du delta est urbanisée et beaucoup d'infractions sont régulièrement commises, telles que la recherche des phragmites et le piégeage pour les grands herbivores. À Kashiru, même si la population a l'avantage d'y prélever de la litière pour son bétail, elle a tendance à dépasser les limites de ce site pour des fins agricoles. Dans la forêt de la Kibira, les menaces sont difficiles à quantifier, mais sont de plusieurs catégories. Il en est de même à la réserve forestière de Murehe, où on peut noter l'exploitation des minerais à l'intérieur. Les enseignants-chercheurs, en plus d'en faire le constat, ils formulent des recommandations. Le secteur d'État est proche des zones urbanisées, notamment la ville de Bujumbura et même le quartier de Kajaga, autour avec la zone de Gatumba, ce qui fait qu'il y ait beaucoup d'infractions qui sont souvent commises par, que ce soit la population riveraine ou la population riveraine qui viennent prendre ces fragmites de manière non contrôlée, ou bien ce qu'il faut le braconnage, notamment à la recherche qui font des piégeages pour ces grands herbivores. Heureusement, pour le moment, c'est plus ou moins maîtrisé par l'OBPE, parce qu'il a mis un système de surveillance basé sur la collaboration avec la population environnante, où la population peut exploiter les fragmites à des fins commerciales et en même temps participer à la conservation et en même temps participer à l'aménagement des pistes qui sont souvent utilisées quand il y a la présence des touristes. La population riveraine vient ici pour prélever ces espèces qui sont utilisées comme au niveau pour produire de la litière pour les vaches, avec ces Cyperis latifolius. C'est un milieu qui est souvent conflictuel. Il peut y avoir des conflits parce que les limites ne sont pas clairement bien délimitées. C'est pourquoi vous pouvez voir des petites taches qui sont en train d'être exploitées actuellement pour la production, notamment pour la pomme de terre, comme c'est la saison qui s'annonce pour la pomme de terre dans les marais. Mais quand même, j'ai entendu qu'il y a des efforts pour matérialiser les limites, comme ça la population garde sa partie et la nature garde aussi sa partie. La forêt, elle est pleine d'arbres, comme le bambou. Les gens qui mangent la brochette à Bujumbura, ils voient que le petit morceau d'arbre qu'on utilise, c'est le bambou du parc. Et donc, quand ils utilisent ça, il faut savoir que ça vient du parc et que du coup, c'est la déforestation. Et donc, ça réduit ce réservoir parce que c'est le réservoir de l'eau, parce qu'il y a de la mousse, il y a de la matière végétale qui va emmagasiner l'eau. Et donc, une fois qu'on le fait, on est en train de réduire ce stock. Vous avez la population qui a besoin du bois de chauffe. On s'en sert, mais on détruit la forêt. Et donc, il y a vraiment beaucoup de défis, bien évidemment, qui sont des menaces. Alors, ces menaces sont liées au fait que la population veut s'approvisionner dans la forêt et avec une population beaucoup plus grande. Et donc, ça fait une pression sur la forêt et sur ce réservoir et sur la biodiversité qui est là. Alors, on va parler... Ces plantes médicinales, s'ils étaient vraiment récoltées en très grande quantité, ça ferait dommage à ces espèces et à la forêt. On peut voir aussi que, je pense que vous avez vu, là on a extrait des moellons, là on a creusé on a défriché pour installer le barrage hydroélectrique. Tout ça donne, ce sont des menaces pour la forêt. Mais
il y a une autre menace qui est une espèce de plante qui est Cercostachys candens. Ici, on appelle ça Igitifu. En fait, Igitifu, c'est une espèce qui est vraiment met en danger c'est une espèce qui est devenue envahissante. Et quand on dit envahissante, il faut comprendre que c'est une espèce qui se multiplie et se reproduit et prend l'espace, une espace beaucoup plus importante et qui veut occuper seule la forêt. Vous avez vu là où il peut aller en hauteur jusqu'à 10 mètres, jusqu'à 20 mètres, et puis il va couvrir tout un arbre, grand arbre. Et donc, une fois qu'il aura couvert, il n'y aura plus de photosynthèse. Une fois qu'il n'y aura pas de photosynthèse, l'arbre va mourir. Et à la fin, par le poids, l'arbre va mourir et va tomber. Et donc, ça va donner des petites ouvertures, des grandes ouvertures à l'intérieur de la forêt. C'est plein de menaces, mais j'avais voulu surtout me focaliser pour mes étudiants sur le rôle des espèces et de la forêt pour la population. Mais les menaces aussi, il y en a. Et je pense que c'est en couplant la valorisation de la biodiversité et des services écosystémiques qui sont là, qui peut inciter la population à mieux conserver la forêt, parce qu'on conserve un trésor. Sinon, ce n'est pas un trésor, on peut jeter n'importe où. Alors, puisque les services écosystémiques permet la satisfaction des besoins primaires, même secondaires, de la population, ça devrait inciter la population à mieux préserver cette forêt. Bien que la forêt, qu'on dit entre guillemets que c'est une forêt primaire, ce n'est plus une forêt primaire, c'est une forêt qui a été fortement dégradée par l'homme. Vous allez voir de petites taches ou bien des clairières qu'on observe ici et là. Donc ce n'est plus une forêt primaire, mais c'est une forêt secondaire. Si les responsables de l'OBPE améliorent le système de conservation, on pourrait s'attendre à retrouver une forêt mature qui est une forêt primaire qui a déjà atteint le climax. Alors, cette forêt est soumise à beaucoup de perturbations, ou bien des menaces ou des infractions. Comme c'est une forêt il y a plusieurs pistes, à l'intérieur, on peut s'attendre qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour effectuer le prélèvement des espèces, pour les fins, notamment les espèces pour l'utilisation en médecine traditionnelle ou bien même pour l'alimentation. Ici, il y a beaucoup de fruits, de mérianthus, oristi, à bouffe. Et même ce qu'on appelle des épinards sauvages, l'Ita Inderama, qui sont beaucoup plus commercialisés sur le marché de Mousseini et Umuzinda. Ce n'est pas loin de là. Actuellement, c'est une réserve qui est fortement dégradée. Ça a été envahi par une espèce invasive qu'on a déjà vu aussi beaucoup dans les autres écosystèmes de Bujumbura, notamment dans le secteur de l'État. Ici, vous pouvez voir que la grande partie de cette réserve a été très occupée par cette espèce. C'est une grande menace et qui constitue une forme de dégradation pour cette réserve. Ce qui serait mieux, c'est que le BPE puisse bien matérialiser les limites de cette réserve. Si vous pouvez voir à travers la route, vous avez vu qu'il y a des habitations juste à proximité de l'aire protégée, juste à proximité de la réserve. Ce qui veut dire que les limites ne sont pas clairement bien matérialisées. Ça, c'est un souhait que je pourrais formuler à l'endroit de l'OBPE pour, en tout cas, essayer de restaurer l'entièreté de cette aire protégée.